Lundi 28 octobre 2024, bonjour à toutes et à tous, c'est un plaisir pour moi de vous retrouver encore ce lundi pour débattre de l'actualité socio-politique dans notre pays. Nous serons trois sur ce plateau: Abel Zendoudi, le responsable de Gakokwe.tg, et Stan Asiato, il est journaliste, vous le connaissez. Stan, bonjour. Oui, bonjour Anita, bonjour Abel et bonjour à tous qui nous suivent actuellement. Zao, bonjour. Bonjour Anita. Comment vous allez? Ça va tranquillement. Alors Abel, je reste avec vous. Vous avez participé il y a quelques jours à un séminaire à Palimé. J'espère que tu étais à Kusuntu, hein, où vous avez été formé sur le rôle du journaliste dans la lutte contre les IST. Oui, le rôle des journalistes, des médias. On n'en parle plus assez. Hein, on n'en parle plus assez, c'est vraiment Covid étonnant. avait pris la place de... Bien avant Covid même, les IST, le VIH et tout ça là étaient perdus, hein, parce que on n'en parlait plus assez avant Alors Covid. que Et Covid est venu, est toujours là. le danger est permanent. Avant que le Covid ne vienne tout avaler. Les 21-23 octobre dernier, le Conseil national de lutte contre le SIDA et les IST a regroupé donc une vingtaine d'hommes de médias à Palimé pour leur rafraîchir la mémoire, si vous permettez le thème. Rafraîchir la mémoire. Ah oui, parce que vous savez, depuis un moment, comme on le disait, c'était quand même un blackout total sur la maladie, sur la pandémie, sur l'épidémie. Personne n'en parle pas, on n'en parle plus vraiment assez. Maintenant, le thème quand même de cet atelier, c'était le genre et les droits humains en lien avec le VIH. Et il était quand même question de rappeler donc aux journalistes que le mal existe, le mal est permanent et le danger est à nos portes. Et de dire tout simplement que nous vivons tous les jours avec les PVVIH, avec les personnes vivant avec le VIH et SIDA. Nous travaillons tous les jours avec ces gens-là. Ce sont donc nos patrons, ce sont nos patronnes, ce sont nos collègues, voilà, etc. Et donc, il faut pas quand même lésiner sur nos moyens. Les moyens dont les médias disposent, c'est un moyen beaucoup plus de communication. Et donc, il faut quand même mettre nos moyens de sensibilisation, de communication en branle pour que la population se remettre en cause et revenir quand même à de meilleurs sentiments et se dire que le sida existe toujours. Le sida n'est pas éradiqué. Et aujourd'hui, on parle de plus de 104 000 personnes vivant avec le VIH-Sida au Togo. Combien? Vous voyez, 104 000. Ça fait 104 960 personnes. Vivant avec le VIH ou malade? Vivant. Parce qu'il paraît qu'il y a une différence. Oui, il y a une différence entre celui qui est malade et la personne qui vit avec. Voilà. Et donc ici aujourd'hui, les PVVIH détectés, connus au Togo, ça fait 104 960 personnes. Vous voyez un peu. Et donc ces gens-là doivent quand même être suivis et assistés et tout. Et donc, parmi ces gens-là, il y a eu 90 241 qui se sont inscrites. Parce que, oui, ben, ils se sont inscrites dans les centres de soins pour être suivis. Voilà. Et donc, ces gens-là qui se sont inscrits dans les centres de soins pour, voilà, pour être assistés, etc., être sous traitement, il y a 12 personnes qui sont perdues dans la nature. C'est-à-dire que les 12 personnes, ces 12 personnes-là ne viennent pas aux soins. Ce sont des femmes ou des hommes?
Bah, on parle des personnes. Il fallait avoir les précisions là. Non, mais il est quand même dit au cours de cet atelier que les hommes sont plus, les femmes sont plus exposées, mais les hommes sont plus réticents à aller vers les centres de santé, se faire dépister et puis voilà, etc. Et donc aujourd'hui, c'est clair que 90 241 personnes sont aujourd'hui sous traitement ARV. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, c'est connu pour tous que les produits, le traitement antiviral que l'État a mis, ou bien les partenaires de CNLS et du gouvernement togolais ont mis à la disposition donc, de ces patients-là, 90 000 chaque jour que Dieu fait, ces gens-là sont sous traitement, ils prennent donc les soins. Qu'est-ce qui entraîne cette timidité-là, cette réticence à aller se faire soigner, selon vous qui avez reçu la formation? Non, mais on a posé la question aux formateurs et la réponse était quand même... On sait tous que quand vous avez le palu, il faut aller faire un traitement. Quand vous avez ci, il faut aller faire ce traitement. Et maintenant, vous avez une maladie, c'est le traitement et vous refusez d'aller vous faire. Non, mais c'est le mythe qui... Et là, vous devenez malade. Oui, vous devenez malade et quand la maladie est déclenchée, voilà, ça devient un peu compliqué. C'est le mythe qui avait quand même entouré cette maladie. En tout début, il y avait quand même une mauvaise communication autour du virus qui fait que personne ne veut se voir lié cette maladie, vous voyez un peu. Alors que c'est un virus qui est beaucoup moins dangereux que le paludisme, par exemple, le choléra. Il y a des maladies aujourd'hui qui sont plus dangereuses que le VIH, vous voyez un peu. Mais tranquillement, même en direct de ce studio, je peux dire aujourd'hui, je suis un peu souffrant, je suis souffrant du paludisme, je peux le dire, sans être, inquiété. Si tu appelles autre chose. Mais dès que je dis aujourd'hui, je suis PVVIH, ne dis pas le nom. C'est quoi le problème et tout. Voilà donc le mythe qui avait entouré, c'est ce que vous êtes en train de faire. Et c'est ça là qu'il faut quand même, c'est dans ce schéma-là et qu'il faut sortir aujourd'hui. Il faut sortir de ce carcan je dirais quand même de criminaliser la maladie, si vous permettez. Vous avez de croire que la personne, ou bien le proche, l'ami, le frère, le parent atteint du virus de sida ne doit quand même plus vivre avec nous, ne doit plus être considéré, etc., etc. Et donc, c'est ça qui fait que des gens sont malades, mais ils ne peuvent pas se déclarer parce que il y a la discrimination et la stigmatisation également, et qui font que nous ne pouvons jamais nous déclarer. Mais il y a quelques-uns qui l'ont fait, qui sont à visage découvert et qui le disent tous les jours. Ils sont des PVVIH. Ils participent donc à des ateliers, participent à des conférences pour conscientiser naturellement la population. Et donc aujourd'hui, il nous revient, nous, hommes de médias, et E47 en fait partie, de sortir quand même, comme je le disais, de lever quand même le voile sur la pandémie et de dire que le mal existe. Et maintenant, d'éviter de discriminer donc les personnes vivant avec la maladie et d'appeler aujourd'hui ceux qui traînent encore les pas à aller vers les centres de santé se faire dépister, d'aller le faire. Et si jamais tu connais ton statut sérologique, tu n'es pas mort. Mais tu seras là, vivant, pendant que des gens meurent du paludisme tous les jours dans les hôpitaux, vous voyez un peu. Toi, tu seras là, il y a des gens qui sont PVVIH, qui sont là depuis plus de 20 ans. Ils vivent, ils travaillent, ils sont dans les avions, ils font le tour du monde. Pendant que 2-3 semaines de paludisme a déjà renversé 20-50 personnes. Donc, voyez un peu. Ça atteint et donc, 3 semaines même. Avec le donc, paludisme. je crois que on doit quand même lever le voile là-dessus. Et il y a ce qu'on appelle également les populations clés.
dans On va ce- revenir sur la population clé. Voilà. Mais avant, nous allons donner la parole à Stan. Stan, dites-moi, est-ce que c'est parce que la maladie a été présentée d'une manière au début que les gens ont tendance à discriminer les personnes atteintes du VIH? Je prends par exemple le coronavirus. Tout de suite, dans le temps, là, quand quelqu'un tousse à côté de toi, c'est que tu as peur. C'est de la même manière, quand on parle du VIH-Sida, on tique tout de suite. C'est de la manière dont ces maladies nous ont été présentées que nous avons tendance à discriminer ces personnes qui ont la maladie, ou bien c'est humain ce que nous faisons. Je dis nous parce que nous avons eu tous à le faire une fois. Il a fallu Et des nous continuons pas à le faire. formations. Il a fallu des formations pour qu'on sache que ce sont des personnes aussi et qu'ils peuvent vivre Oui, tout le temps que Dieu oui, leur a donné. oui, je pense que Abel l'a clairement dit, hein. C'est la communication qui a été faite sur la maladie, le virus, hein, donc, dès son apparition, qui a tout causé. On nous a présenté le virus comme un virus. C'est comme si même si tu touches à la peau de celui qui est infecté, Non, avant tu contractes d'arriver la là-bas, maladie. la manière dont ça a été présenté, genre, C'est mortel. Excusez-moi le terme, hein. C'est la bordellerie qui envoie ça. Ouais, ouais, ça ouais. veure dire que Parce si que tu là, l'as, c'est que tu as fait qui est ça. passé par là. Oui, oui, non, c'est vrai, parce qu'au départ, on nous avait dit que la première cause, hein, pour contracter cette maladie, c'est ça. C'est la bordellerie, hein, c'est quand on fait des trucs. Excusez-nous d'être grossiers, hein, mais ça vous permet C'est ce qu'on nous à avait ceux dit. qui nous suivent de comprendre. Ouais, c'est ce qu'on nous avait dit dès le départ, et c'est ce qui est rentré dans les esprits. Donc, forcément, il y a ça aussi qui entre en jeu. Genre, si je contracte le virus et que je me fais déclarer, on va tout de suite me dire que je fais dans la bordellerie, etc. Donc, les gens ont peur de ça. Et également, le fait que dès que tu attrapes le virus, on te met à l'écart, on te, comment on l'appelle, prêtez-moi le mot. Tu es bien en quarantaine. Voilà, Non, pas est-ce qu'on à met quarantaine, tout en c'est-à-dire quarantaine? qu'on ne te considère Plus plus. personne ne te considère. te cache quand. Tu es Voilà. discriminé. Voilà, c'est ce qui est aussi la cause, hein, du fait que les gens n'aiment pas se faire dépister, en tout cas se faire dépister, et pour qu'on détecte le virus chez eux. Et ça fait quelques mois, j'ai même fait un dossier sur le sujet. Et tout à l'heure, vous avez posé la question à Abel, le pourquoi les gens n'aiment pas aller se faire dépister, etc. Nous, Pas on se a faire dit, dépister, mais aller recevoir les soins. oui, Parce que se d'abord, faire dépister, c'est autre chose, hein. Il y a quelqu'un Même qui a d'abord, l'habitude de dire, avant d'aller je ne sais pas prendre les pourquoi produits, je vais vouloir savoir que j'ai une telle maladie alors que je sais que c'est la mort, quoi. et, en tout cas, moi, Maintenant, si vous avez eu le courage de vous faire dépister, vous avez franchi un grand pas. Maintenant, allez recevoir le soin. ça, je l'autre pense que c'est souci. plus simple, hein. C'est plus simple que de... non. Oui, parce que... Tu es bien sapé comme ça, puis tu rentres là où... Oui, il y a des gens il y a des gens spécialisés qui reçoivent ce genre de personnes là-bas et qui travaillent en toute intimité. Moi, j'en connais, j'ai même une amie qui prend en charge les personnes atteintes de VIH. Et donc, comment ça marche, je connais un peu le processus et comment ils travaillent dans, en tout cas, en toute intimité. Et rien d'information de ces personnes-là. Ce ne sont pas les soignants qui vont parler, hein. Mais peut-être que pendant que tu rentres là-bas, moi je t'ai vu. Lorsqu'il y aura une activité, je dirai à tous les confrères que faites attention. Hein. Le gars là, il est... Je l'ai vu quelque part la dernière fois. Ça, c'est pas trop clair. Oui. En tout cas, nous, je le disais tout à l'heure que il y a quelques mois, j'avais fait un dossier sur le sujet. Et pour répondre à la question que tu as posée à Abel, comme quoi, qu'est-ce qui empêche? Nous, on a conclu que c'est la peur. C'est la peur qui retarde, en tout cas, les chiffres que les partenaires qui sont en charge de cette maladie-là recherchent, qui est SIDA 0, il y a quelque chose comme ça.
C'est la peur qui fait que on n'arrive pas à atteindre ce chiffre. En tout cas, on l'a dit, l'article est même sur le site, c'est titré La peur retarde les chiffres. Togo Post. Oui, Togo Post. On l'a fait, on a fouillé, hein, comme Abel vient de le dire, on a fouillé, on a eu toutes ces informations-là que nous avons mis dans un dossier publié sur le site. Et en tout cas, lors de la rédaction de ce dossier-là, on a compris que aujourd'hui, il y a plein de personnes qui ont le sida, qui ont le virus, mais qui vivent normalement comme nous tous. Quand tu te fais dépister et que il s'avère que tu as le virus, quand tu vas régulièrement au centre de santé, prendre les produits qu'il faut, tu es là, à un moment donné, tu es là, tu ne sens même plus les effets du virus. C'est-à-dire que tu vis normalement et tu n'arrives même pas, tu n'arriveras même pas à transmettre le virus à d'autres personnes. C'est-à-dire que tu l'as, mais tu ne le transmets pas. J'ai une fois animé une émission avec une personne ayant la maladie. Moi, je ne savais pas. On a fait 3 émissions. À la 4e émission, quand il a dit, mon Dieu. C'est quelqu'un de normal. Il était cravateur. Il venait aux émissions, on faisait les émissions. Et c'est dans une émission, puisque c'était une émission interactive. Quelqu'un a appelé par rapport au fait d'aller recevoir les médicaments. C'est là il a dit, lui que vous voyez ici. Voilà, c'est ça quoi. Quand tu prends le produit, j'avoue que j'ai eu chaud quand même. Quand tu prends le produit, à un moment donné, tu ne sens même plus les effets de la maladie. C'est-à-dire que tu vis normalement et tu n'arrives même, tu ne transmets même pas, tu ne vas même pas transmettre le virus à d'autres personnes. Les enfants normaux. Oui, il a tout expliqué. Oui, c'est ce qui est bien. Sauf que jusqu'alors, on ne dit pas qu'on a trouvé un produit qui guérit définitivement la maladie. Mais aujourd'hui, on arrive à canaliser, en tout cas, étouffer la maladie, c'est le bon comportement. La maladie, on le fait, on le garde à un endroit du corps, mais sauf que la maladie n'a plus de force, n'a suffisamment plus de force pour être transmise à d'autres personnes. Et puis tu ne peux plus contaminer. Alors, Abel, tu nous parlais des personnes clés en temps. Oui, les personnes, les populations clés plutôt, les populations clés sont donc les couches les plus, je dirais, vulnérables à la maladie et les plus exposées à la maladie. C'est cet ensemble-là qu'on met dans population clé. Ce sont qui? Ce sont donc les travailleuses de sexe. Vous voyez un peu. Et donc là, tout le monde, c'est clair que c'est des gens qui sont exposés à la maladie. Très. Et également des hommes ayant des rapports sexuels avec d'autres hommes. C'est très rapide donc d'être atteint de la maladie, de contracter naturellement le virus quand tu es un homme et mais c'est des gens, et on doit quand même les conscientiser. On ne va pas les discriminer. On ne doit pas quand même les mettre. Les seconds, là aussi. Les seconds, on ne doit pas quand même on va pas les tuer, on va pas les brûler, on va pas les renvoyer de la société, on va pas les sortir. Mais aujourd'hui, on va pas les faire sortir de la société. Ils sont là, c'est pourquoi je dis, ils sont nos frères, ils sont nos sœurs. Les seconds aussi. Ils sont nos amis, ils sont nos patrons. Ils sont avec nous tous les jours. Tu vois un peu. Et donc, de ce fait, il faut faire extrêmement attention pour ne pas créer d'autres situations. C'est de ça qu'il est question dans la lutte dans ce concept de lutte contre le VIH. Il y a également les usagers de drogue. Les usagers de drogue, par exemple. Mais beaucoup plus, pourquoi les usagers de drogue? Ce ne sont pas des drogues, bon, ce ne sont pas ceux qui... Des seringues, là. Voilà, avec des seringues, c'est avec les mêmes seringues qui s'injectent les drogues. Mais ça, par exemple, ils le font. Ils le font déjà dans leur ghetto, ils le font déjà dans leur banlieue, dans leur dojo et tout. Mais il faut les conscientiser, il faut les sensibiliser. Ah mais je crois qu'il y a... Et derrière, il y a également les détenus. Oui. Il y a les détenus, les prisonniers. Il y a une autre situation qui prend de l'ampleur aujourd'hui. Aujourd'hui, vous allez voir, les jeunes, c'est la mode. Hein. Tout le monde a des dessins sur le corps. Ça aussi, voilà. Est-ce que ça a été touché?
Parce ça que n'a moi, pas quand été je touché, vois mais ça, quand on parle la déjà première chose à laquelle des je usagers pense, de c'est ça. drogue, on peut mettre quand même cela parce que c'est avec les mêmes. Moi, j'ai fait des, moi, j'ai mené des On fait enquêtes. le tatouage. Oui, voilà, c'est avec les mêmes seringues, avec les mêmes Appareils qu'on fait oui, les les mêmes tatouages. appareils qu'on fait les tatous. Vous voyez un peu. Moi, j'ai fait quand même avec des jeunes qui sont Ah, quand je viens comprendre. non pas quand j'ai compris Nicolas, mais beaucoup plus dans le bas-fond du lycée de Tocoin, un peu derrière comme ça dans les collines là-bas. Voilà, c'est une zone assez compliquée. Mais là-bas, c'est avec les mêmes choses. Ils font ça fume la drogue là-bas à tout bout de champ. Qu'est-ce qu'on fait? On va pour les sensibiliser. Il faut quand même les sensibiliser parce qu'ils peuvent revenir aussi dans la société normale. Ils sont parmi nous. Puisque le danger, c'est quand on veut aller par force. Quand on veut aller avec ces gens-là par la force, c'est des gens qui n'ont plus peur de rien. C'est la Maintenant, mort qui les attend. et donc, pour faire de sorte qu'ils reviennent encore dans la société, ils peuvent quand même nous sécuriser. Ils sont là pleins. Il y en a qui veulent revenir. Ici, ils veulent revenir dans la société, mais c'est parce que c'est la discrimination qui fait que, ils sont restés là-bas. C'est nous qui faisons qu'ils ne peuvent plus revenir. Puisqu'on a tout fermé, on ne veut pas donc ouvrir la voie pour les retrouver, les encadrer, les protéger et tout, pour qu'ils nous protègent, pour qu'ils reviennent dans la société normale. Donc je crois que ces populations clés dont il est question sont donc à sensibiliser également. Et c'est à travers nos émissions, comme vous le faites là déjà, et nous sommes là, on en parle, et que la population sache que aujourd'hui le VIH existe. Il y a des gens qui sont des personnes, plus de 10 000, plus de 104 000. Le chiffre, c'est 104 960 personnes au Togo. Et donc, 90 000 sont donc sous traitement ARV. Vous voyez un peu. Et donc, je crois que ce que mon ami disait tout à l'heure. 5 000 sont dans la nature, c'est ça? Non, 5 000 ne sont pas ceux qui se sont inscrits. Voilà, ceux qui se sont inscrits, c'est 12 personnes de ceux qui se sont inscrits et qui ne viennent pas aux soins. Maintenant, ceux qui sont déclarés PVVIH, dans l'ensemble, sont 104 960. Et parmi ces gens-là également, il y a un nombre important qui, aujourd'hui, ont leur charge virale supprimée ou indétectables. C'est-à-dire que charge virale supprimée, c'est-à-dire qu'ils sont PVVIH et ils sont donc atteints du virus, mais ils ne peuvent plus transmettre la maladie. Ils peuvent quand même faire des enfants. Les enfants ne seront... Ceux-là, ils ont observé. Voilà, ils ont observé le règle de traitement, le bon comportement, le traitement à la lettre. Et c'est pourquoi il faut quand même le dire, pour que celui qui a peur aujourd'hui d'aller vers les soins se tue sans le savoir. Et si c'est nous qui faisons qu'il ne va pas aux soins, c'est nous qui le tuons sans le savoir. Parce que du moment où on va le discriminer, du moment où on va se dire, ben, il ne va pas manger avec nous, il ne va pas dormir avec nous, on ne va pas travailler avec lui, on ne fera pas, on ne partagera pas le plateau avec lui, comme tout à l'heure, tu as tiqué un tout petit peu quand le consultant. Il y a longtemps. Il y a longtemps quand le consultant était venu dans ton émission. Et donc, je crois que nous devons quand même lever quand même l'équivoque et dire que il y en a plein aujourd'hui, des milliers qui sont là, qui sont atteints naturellement du virus, et dont le charge virale est supprimé. Donc, veut dire qu'aujourd'hui, ils ont des enfants, ils ont des maisons, ils ont des boulots, ils travaillent partout, et puis ils sont là dans la société, ils sont mariés, ils ne peuvent plus transmettre la maladie, et on ne peut même plus détecter la maladie dans leur sang. Vous voyez un peu. Et donc, c'est important d'arriver à cet objectif-là. Quel objectif-là? Ces personnes-là. La loi qui protège. C'est-à-dire, si je touche du bois, si je sais que Abel est atteint de... Pourquoi je donne? Si je sais que si oui, si Abel est atteint, oui. Et puis, moi, je ne veux pas gober avec cette personne. Ouais. Est-ce qu'il c'est la discrimination. Est-ce qu'il y a une loi? La loi qui... Il y a quand même des textes de loi qui ont été partagés. Il y a une loi qui protège ces personnes. Il y a une loi qui protège. C'est dans le domaine de la santé en général.
Ok. Vous voyez un peu, c'est dans le domaine de la santé en général. Il y a quand même une loi qui protège toute personne malade, abandonnée par exemple. C'est comme si vous abandonnez votre parent malade. C'est comme si vous abandonnez votre frère malade, etc. Et maintenant, la discrimination, c'est encore plus grave. Parce que au-delà du fait que la loi nous protège, nous-mêmes, est-ce que nous nous protégeons? Au-delà du fait qu'on attende que la loi vienne sévir, est-ce qu'en renvoyant le parent malade de la maison, par exemple, est-ce qu'il n'ira pas contaminer les gens ailleurs sans... Ça veut dire que vous faites du tort à la population, vous mettez la vie des milliers de personnes en danger en décidant de renvoyer ou bien en ne voulant pas protéger une seule personne. Donc je crois que c'est très important de revenir là-dessus et c'est dire aujourd'hui que les chiffres sont très alarmants et que ça fait peur et qu'on parle encore de sida jusqu'à ce bientôt on fera encore le 1er décembre. Voilà. Justement, j'allais vous poser cette question. Stan, si on écoute bien ce que Abel vient de dire, ça veut dire que le problème, c'est au niveau de la communication. Mais malheureusement, nous ne parlons du VIH-Sida que le 1er décembre. Et après le 1er décembre, on oublie. Oui, bon, si on doit parler... Il y a un souci au niveau de la population, surtout en matière de discrimination. Parce que c'est peut-être la discrimination qui envoie les gens dans les 2 mètres sous terre. Oui, on ne cessera de le dire, hein, c'est la discrimination qui cause la peur. Et la peur chez ces gens-là fait que ils n'arrivent pas à aller se faire dépister, ils n'arrivent pas à se confier aux personnes soignantes, etc., pour se faire soigner, pour être pris en charge et éviter le chaos. Donc, je pense que c'est tout part de la discrimination là, qui s'installe, que ce soit chez les personnes normaux, que ce soit les personnes clés, notamment les LGBTQ, qui aussi aujourd'hui transmettent beaucoup, ils regardent en eux beaucoup de personnes qui ont ce virus-là. Et donc, je pense que déjà en les discriminant, on fait en sorte qu'ils n'ont pas envie d'aller se faire déclarer leur statut pour être pris en charge. D'abord se faire dépister, parce que le grand pas, c'est au niveau du dépistage. Quand vous discutez avec beaucoup de personnes, oui, c'est le courage que vous avez pour vous faire dépister. Si vous arrivez à faire dépister, vous pouvez... Il y a un collègue qui nous disait la dernière fois que la première fois qu'il est allé se faire dépister, il est retourné pour prendre les résultats. On lui a dit qu'on ne retrouve plus son prélèvement. Et quand lui, il a disparu, là, jusqu'à aujourd'hui, il n'est plus allé. Il ne sait plus. C'est là. Ce qu'il y a dans son corps. C'est là on doit accentuer la communication. Il faut dire qu'à un moment donné, on n'a plus assez de communication sur la maladie. Et donc, dans la société, c'est comme si le virus n'existait plus. Et donc, je pense que maintenant, il faut qu'on ressent. Du moment où les chiffres restent toujours alarmants, je pense qu'il revient au gouvernement et aux partenaires qui viennent de l'extérieur de continuer par appuyer sur la communication pour qu'à un moment donné, pour qu'on arrive à amener tout le monde à se faire dépister. Quand on arrive à dépister à temps, à détecter à temps, à se faire dépister. Et si jamais on a le virus et qu'on arrive à détecter le virus à temps, on pourra prendre à charge ces gens-là et puis éradiquer le pire. Et donc je pense que c'est là que tu dois être joué, on doit appuyer sur la communication, accentuer la communication pour arriver à mettre tout le monde à l'aise. Et j'aimerais revenir sur une question que tu as posée à Abel concernant la personne clé. Je dis c'est vrai que naturellement on va dire ceux qui sont dans les filles de joie par exemple, ceux qui font dans la prostitution, on pourra dire qu'elles sont assez exposées à ce virus. Mais il faut dire aussi que c'est des gens qui sont aussi assez protégés, qui sont assez suivis. Je le dis
Parce que nous, on a eu affaire, j'ai eu affaire un dossier également là-dessus qui est également actuellement disponible sur Togo Post. C'est toi qui as fait le dossier avec la caméra cachée là? Non, pas caméra cachée, mais j'ai recueilli des propos directement de ces filles de joie. Et j'ai compris que ce sont des gens, du moment où elles savent qu'elles font un travail qui est risqué, elles ne font pas de rapport avec leurs clients sans se protéger. Elles ne font pas de rapport sans se protéger. Et on a compris que sur le site là où elles se regroupent souvent pour accueillir les clients, là où elles font leur trottoir, il y a régulièrement des gens qui font dans le domaine de la santé. Pension, dans la santé, en pension de lutte contre le VIH, qui viennent, même dans la nuit, les assister, leur donner des conseils, leur prodiguer des conseils, leur donner de quoi se protéger lors de leur rapport. Et, donc, on a eu le témoignage. On a eu le témoignage de à tout conseil. Elles sont ouvertes à oui, tout conseil. Quand les agents les approchent dans la nuit, elles sont ouvertes, elles prennent, puisque pour eux, il y en a même qui font le dépistage sur le champ. Oh. Et des agents de santé qui les approchent, qui leur font le test sur le champ et qui leur donnent, après avoir produit des conseils, qui leur distribuent du préservatif. Et donc, nous, on a eu ces informations-là durant notre enquête, une petite enquête, et on a compris que ce sont plutôt des gens qui sont assez protégés, qui sont assez suivis. Contrairement à ce que nous pensons. Maintenant, il y a des gens, le risque même, c'est qu'il y a des gens qui se disent qu'ils ne sont pas des prostituées, qui sont dans leur maison, mais qui font quand même des activités de ces filles de joie-là. Ce sont des gens qui sont à la maison, on les voit comme elles ne font quand même pas le trottoir, mais qu'elles font dans la... Voilà, on va dire qu'elles font à Chao, en fait, quoi. On les appelle ici, elles vont faire le truc, elles reviennent à la maison. Et ce sont plutôt ces gens-là qui ne se protègent pas. Et c'est eux, ces personnes-là qui constituent un risque. Un risque vraiment pour la société. Contrairement à ce qu'on va croire que, bon, les filles de joie, mais je pense que le risque plutôt est chez ces gens-là qui sont dans la maison, qui font aussi des activités similaires aux activités des filles de joie, mais qui sont quand même dans la maison, qui ne se déclarent pas prostituées, mais mettent la voilà, vie qui mettent des la vie gens en danger. Alors, des personnes en danger. Vous l'avez compris, chers téléspectateurs, le mal est là. Et il faut se protéger et puis il faut éviter de discriminer nos frères et sœurs. Il faut plutôt les accompagner et pour que ces personnes-là aillent recevoir les soins.